Njili, une nuit d'horreur sous la pluie, des bandits armés terrorisent les familles, maisons criblées d'impacts, tirs nourris et habitants terrifiés. La commune de Njili a vécu des heures de cauchemar dans la nuit de samedi à dimanche avant l'intervention de la police qui a neutralisé une dizaine d'assaillants. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La République démocratique du Congo s'est arrêtée ce lundi 8 décembre pendant près de 2 heures pour écouter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours sur l'état de la nation, un grand oral pour tracer le cap national porté par une vision présidentielle qui entend clarifier les priorités, répondre aux urgences et réaffirmer l'engagement de la République démocratique du Congo sur la voie de la stabilité, de la paix et du développement. Nous y reviendrons. Un discours qui vise à rassurer, à clarifier les choix politiques du moment et à projeter la République démocratique du Congo vers une nouvelle dynamique. Au sortir de cette session, plusieurs participants se sont exprimés au micro de nos reporters. Écoutez-le. Il a étalé l'ambition pour l'année qui arrive, mais aussi il a fait le bilan du pas des géants que nous avons réalisé dans les domaines des infrastructures au courant de l'année 2025. Et donc, c'est un président qui est déterminé, il aime son pays et il sait exactement ce qu'il doit faire pour doter le pays des infrastructures modernes. Le président de la République, chef de l'État, a fait le tour d'horizon de la situation de manière générale dans notre pays. Il a commencé par la situation sécuritaire. Il est revenu plusieurs fois sur une chose, c'est que tout en acceptant la signature de ces accords, nous devons rester toujours vigilants. Pour nous, la fin de l'aventure, c'est le départ sans condition de toutes les troupes qui envahissent notre pays. Lorsque le chef de l'État a dit qu'aujourd'hui on a stabilisé les prix des denrées de première nécessité dans notre pays en citant le maïs qui est une denrée principale pour la population du Kasaï central, c'est à nous qu'il s'adressait. Et il a même donné le prix du méga. Le méga est une unité de mesure qui est au Kasaï central. Dans les années passées, se vendait à même plus de 15 000 francs congolais. Aujourd'hui à 3 000, avec possibilité de le voir à 2 500, pourquoi pas à 2 000. Donc pour nous, nous sommes très fiers. Permettez-moi quand même de commencer par féliciter le chef de l'État pour sa détermination. On vient d'avoir un discours pédagogique, un discours qui emporte. Dans le cadre de l'ONIP, j'étais heureux de voir la détermination du chef de l'État qui supervise lui-même ce dossier-là. Je crois qu'en 2026, tous les Congolais, où qu'ils soient, recevront leur carte d'identité. Je suis honorable Nkomba Maka Liliane, députée de la province du Haut-Katanga et plus spécialement de la circonscription de Kambov, vice-présidente de l'Assemblée provinciale de celle-ci. Je suis et je soutiens le président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, commandant suprême, dans sa marche pour la quête de la paix pour notre pays. Je soutiens et j'adhère au discours de la nation et pour toutes les actions qu'il mène en faveur de la paix. Parce que nous, femmes, nous sommes victimes des affres de la guerre et la paix est pour nous une source de confiance et de leitmotiv. Ce que veut la femme, Dieu le veut. Longue vie à notre président de la République. Un grand moment, nous, un grand moment pour le pays. Un bilan élogieux pour l'année 2025, malgré les difficultés en pleine guerre pour la première fois de l'histoire de notre pays ici. Il y a cette stabilité macroéconomique en pleine guerre, alors que ça consomme énormément d'énergie du pays. Il y a des routes qui se construisent, de promesses qui ont été accomplies totalement et tant de réalisations. Donc c'était un grand jour. Nous avons l'espoir que les choses vont dans une très bonne direction comme le chef de l'État l'a manifesté ici. Même en termes de discussion, tous les accords, les pré-accords qui ont été signés l'ont souligné lorsque l'on insiste sur
le respect de l'absolue souveraineté de notre pays. Comme le chef l'a si bien souligné, que les accords ainsi conclus, qu'il s'agisse de Doha ou de Washington, aucun d'eux ne mentionne la possibilité que la souveraineté de la RDC soit disputée ou soit partagée. Elle reste une et indivisible. Je dirais en passant qu'il est le seul qui a réalisé, en ayant quelques années, ce que les autres n'ont pas réalisé pendant plus de 50 ans. Il a fait de grandes choses, il a construit des écoles, il a construit des universités, il a construit des routes, des hôpitaux modernes. Donc c'est quelqu'un qui mérite tout ce qu'il faut pour pouvoir diriger ce pays pour le reste du temps. Et nous prions pour lui, que Dieu l'assiste. Nous avons des retombées insécuritaires au niveau du Tanganyika par rapport à l'influence de ce qui se passe à l'Est. Mais c'était un aubaine de joie pour nous parce que voir cette résolution, après plus de 30 ans de guerre, plus de 30 ans de souffrance, plus de 30 ans de déplacements en masse de population à l'est de notre pays. Et donc c'était la RDC qui était âgée. Alors voir un président de la République de gabarit hors pair qui vient résoudre cette question et alors de la manière la plus définitive, personne ne pouvait identifier et indexer le Rwanda comme étant responsable de cette question. Ces accords vont faire en sorte que cette question soit résolue définitivement et que nous puissions continuer notre marche de relance de l'économie de la République démocratique du Congo, du développement de nos provinces. Je remercie notre président de la République pour le discours d'unité. Le discours est fini par un mot de l'espoir du genre que l'éternel n'a pas toujours. Et ça c'est fort, c'est vraiment un message très fort qui donne l'espoir aux Congolais que l'avenir reste meilleur. Et cela motive encore les Congolais à aller travailler et puis de se tenir les mains dans la main pour un Congo meilleur. Et c'est encore d'actualité, les accords de paix signés à Washington entre la République démocratique du Congo, notre pays, et le Rwanda a été salué à juste titre par le rassemblement des élus du Grand Katanga sous l'égide de l'honorable Serge Kondé, l'élu de Sakania. Cette rencontre a permis de consolider l'unité des élus du Katanga autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui ils ont renouvelé la confiance de l'espace Grand Katanga. Blaise Boko Kassanza et Guy Kitoko. Le salon Virunga de l'hôtel Memling a été choisi par les organisateurs pour réunir le rassemblement des élus nationaux, sénateurs de l'espace Grand Katanga. Question non seulement d'honorer les filles et fils de cet espace provincial, mais également de célébrer les leurs élevés à des hautes fonctions de la République. Cette rencontre a connu la participation des élus nationaux, provinciaux, sénateurs, ministres et autres personnalités. Des cadeaux, il y en a eu, des félicitations, il y en a eu également, le tout assorti d'une ambiance bon enfant, à l'instar du président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama-Lukonde, qui a saisi l'occasion pour remercier de vive voix les organisateurs. Des remerciements élargis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance et l'honneur fait au peuple katangais en lui confiant les postes de responsabilité. Le Katanga, dans sa grandeur, a promis d'accompagner le chef de l'État dans sa noble mission de restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national. Nous remercions Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous ne pouvons pas oublier que, en ce moment précis, nous avons dans la partie Est cette situation difficile que nous vivons pour la paix et la sécurité, d'où l'appui que nous devons donner aux autorités du pays, avec à leur tête son Excellence Monsieur le Président de la République. Brève cérémonie, mais pleine de signification quand on voit la qualité des personnalités invitées et présentes à l'hôtel Memling. L'amour, la solidarité, l'union, la détermination, le dialogue, la patrie, autant de valeurs véhiculées par ce rassemblement qui met au centre de tout le développement de la République démocratique du Congo en général et particulièrement celui du Grand Katanga. C'était une occasion tout indiquée pour les participants à cette rencontre du dit rassemblement, de voir les membres du dit rassemblement, de saluer les accords historiques signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour la restauration de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo.
Il a foulé le sol de Kalemi dans le Tanganyika. Dimanche dernier, on a le retour. Le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Modianvita, a entamé une mission d'évaluation stratégique pour inspecter les travaux de la base navale et échanger avec les déplacés de l'Est ainsi que les épouses militaires. Une visite qui traduit la volonté du gouvernement de renforcer les capacités opérationnelles des FARDC. Je reste au Fungi. Dès son arrivée, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a entamé une visite d'inspection à l'état-major de la 221e base navale où il a procédé à l'évaluation des avancées des travaux sur les patrouilleurs dont il avait ordonné la réhabilitation lors de sa précédente mission. Une randonnée a été organisée sur le lac Tanganyika afin de tester la performance du matériel naval remis en service. Le VPM de la Défense nationale s'est ensuite rendu au camp marin au sein de la 22e groupement naval où il a pris part à un point de situation de la garnison de Kalemi. À cette occasion, le commandant du secteur opérationnel a présenté un tableau sécuritaire globalement calme pour l'ensemble de la province du Tanganyika. Prenant la parole, le commandant du 22e groupement a remercié Maître Guy Kabombo Modianvita pour son implication dans la réhabilitation et la dotation en matériel de navigation, lesquels ont permis aux unités navales de reprendre pleinement leur opération sur le lac. Il en a profité pour soumettre quelques desiderata afin d'améliorer davantage les capacités de la force. Dans la foulée, Maître Guy Kabombo Modianvita a échangé avec les femmes déplacées venues de Goma et de Bukavu, ainsi qu'avec les épouses des militaires de Kalemi. Conscient de leurs conditions difficiles, le ministre de la Défense nationale a pris l'engagement d'améliorer leur prise en charge. Il a dépêché les vivres pour soutenir les familles déplacées et a remis une enveloppe consistante aux épouses militaires de Kalemi. Notons que la mission du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, s'inscrit dans la droite ligne de la vision du commandant suprême des FARDC, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de moderniser et renforcer les capacités opérationnelles des forces armées de la République démocratique du Congo. Parlons sécurité avec le processus de désarmement et de réinsertion des ex-combattants Mobondo qui s'accélère. Dans le Maïndombe, le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita, a conduit une mission d'inspection sur le site de Mbakana où les opérations sont menées par l'équipe technique de la coordination nationale Peggy Mukunda. Aussitôt lancé officiellement les opérations de désarmement et de démobilisation des ex-combattants Mobondo à Mbakana. Il était temps pour le PDDRCS de déployer une mission de coordination de haut niveau sur le terrain pour confirmer la solidité de son leadership et la crédibilité de son dispositif opérationnel. Pendant 2 jours, le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita, a conduit une inspection approfondie du site de Mbakana, devenu l'épicentre d'un processus de paix inédit sur l'axe Maïndombe. Garantir chaque geste posé à Mbakana respecte les standards nationaux et internationaux du DDR. C'est l'objectif clair des descentes dans cette partie du pays par cet homme du terrain pour vérifier la conformité des étapes techniques, de s'assurer de la qualité du travail des équipes et de contrôler l'utilisation de la main-d'œuvre d'appui mobilisée pour soutenir les opérations. Sur place, le patron du PDDRCS a échangé avec les bénéficiaires, le personnel d'appoint et l'équipe PDDRCS sur les conditions de travail. Et sur le plan sécuritaire, Jean Didier Désiré Ntangatita a tenu plusieurs réunions avec les FARDC, la police nationale et les services spécialisés. Cette évaluation a permis de renforcer les mesures de protection autour du camp et de consolider la coordination interinstitutionnelle indispensable à la réussite du processus placé sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et cette nuit de terreur à Ndjili, sous une pluie battante, des habitants ont vécu l'horreur absolue lorsque un groupe de bandits armés a pris d'assaut plusieurs maisons, ouvrant le feu
à l'arme automatique et sèmant la panique dans le quartier, des portes défoncées, des murs criblés d'impact avant que la police n'intervienne et qu'elle interpelle une dizaine d'assaillants. Angèle Mabéalontou. Ce n'est pas qu'un simple acte de cambriolage. Il s'agit plutôt d'une violente attaque d'une vingtaine d'assaillants armés. Nous sommes au quartier 6, quartier 8, quartier 9 dans la commune d'Ndjili, où ces inciviques ont percé le mur de maison pour s'introduire par effraction chez les victimes afin d'apporter des biens de valeur. Pas que c'est bien, ceux qui ont tenté de résister ont été touchés par des machettes, par des balles réelles. Certains ont été blessés à la jambe, d'autres ont vu leur ventre percé par des balles. Ils ont été acheminés dans des institutions médicales. Visiblement, ces bandits armés ne sont pas arrivés à bout de leur forfait, d'autant plus que la police nationale congolaise est intervenue avec promptitude dans certains cas, en mettant la main sur une dizaine d'entre eux. Avec ce joli coup de filet, la justice peut se saisir des premiers éléments de l'enquête pour remonter la filière et mettre la main sur d'autres bandits encore en cavale. Tous les services de sécurité de Tchangou se sont mobilisés pour que ces inciviques tombent dans leur filet. La population a félicité le commissaire général de la police nationale, Benjamin Alongaboni, et le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Israël Kantou, au travers du commandant du district de Tchangou, le colonel John Mboussa, qui ne ménage aucun effort pour que les habitants de la Tchangou vivent dans la quiétude. Tchangou, qui est constitué de 3 communes et de 97 sous-siètes, a besoin de beaucoup de véhicules pour la mobilité des hommes en uniforme afin de traquer les inciviques. De nouvelles publications viennent d'enrichir la littérature juridique congolaise. Le premier ouvrage traite en profondeur de la problématique de la nationalité congolaise, tandis que le second révisite l'actualité du Code civil des obligations. Leur présentation officielle a donné lieu à une véritable fête scientifique réunissant plusieurs sommités du droit au cercle de Kinshasa. Edith Chala. Ce sont 2 ouvrages qui ont été portés sur les fonds baptismaux le week-end dernier. Les traits fondamentaux de la nationalité et le Code congolais des obligations à noter, décret du 30 juillet 1888, entendement doctrinal et jurisprudentiel congolais, français et belge, du 1er au 262e article, sont l'œuvre scientifique du professeur Samutondi Ikomba, président du tribunal de grande instance de Matete. L'expérience des litiges tranchés et le goût de la recherche de l'auteur ont mis en exergue, pour le premier volume, l'importance de la différence entre la notion de la nationalité et les notions qui lui sont voisines, telles que l'État, l'étranger, la citoyenneté, l'indigénat, en sortant de l'angle strictement juridique pour aborder des approches politiques, mais aussi sociologiques. Dans le second volume, Samutondi Ikomba a choisi une approche méthodique qui vise une compréhension approfondie et nuancée des dispositions à noter. La nationalité n'est pas seulement juridique, mais elle est aussi spirituelle. Donc j'ai tenté d'y apporter des réponses pour que nous puissions avoir le courage d'aborder cette question et d'y apporter des solutions en nous focalisant sur ces angles qui donnent plusieurs opportunités, plusieurs solutions. Des questions de droit privé qui ont attiré dans la salle des éminences grises qui transcendent la summa divisio. Professeurs d'université et praticiens du droit, tous ont salué la qualité du savoir résumé dans ces 2 volumes. Après la pluie, les ruissellements prennent plus de liberté sur les chaussées de Kinshasa. Inondations, routes impraticables et même parfois des pertes en vies humaines. Malheureusement, le ministre des ITPR veut changer des paradigmes. John Banza était sous la pluie du dimanche en inspection. Angèle Mabéalontou pour le commentaire. Sous une pluie diluvienne ce dimanche 7 décembre 2025, le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, a arpenté les artères les plus sinistrées de la capitale, Bodjon au pied, pour constater l'ampleur des dégâts et annoncer des mesures d'urgence. De l'avenue Ngouma au pont de Montfleury en pleine dégradation, où il promet une réhabilitation imminente. Deuxième étape, le boulevard Triomphal, véritable bassin d'inondation autour du robot roulage. Sur place, le ministre John Banzalunda, les pieds plongés dans l'eau, a constaté que les collecteurs et ouvrages d'assainissement récemment construits du côté des Lingwala et Kinshasa ont effectivement
nettement amélioré la situation, mais le flanc Kassavobo, lui, reste un point noir. Face à cette évidence, le ministre a annoncé un redimensionnement total du système de drainage avec des travaux qui passeront sous les robots roulages pour permettre un ruissellement efficace des eaux et mettre fin à ces goulots d'étranglement devenus un symbole d'inondation. Dernière étape, l'avenue des Huileries, au niveau du marché Lufungula où les inondations persistent. Après inspection, le ministre et ses techniciens ont annoncé un curage systématique du grand collecteur longeant l'avenue, une mesure urgente pour remettre cet axe en état. En principe, l'eau devait couler normalement, mais regardez, ces montagnes de bouteilles en plastique qui empêchent que l'eau puisse couler. Et nous sommes nous-mêmes à la base et nous sommes en même temps victimes. Donc moi j'en appelle à la conscience de nos concitoyens. Les routes coûtent trop cher et ce sont des sacrifices que le pays est en train de consentir. Nous devons protéger nos routes et nous allons mettre le génie militaire ici pour que nous puissions redimensionner les systèmes de drainage et nous puissions curer les grands collecteurs qui est juste à ma droite ici et on n'aura plus de problèmes. À partir de ce lundi, le ministre a transformé l'état d'alerte en acte. Kinshasa n'a plus de temps. À Kinshasa, face à la vulnérabilité accrue de plus de 14,8 millions de Congolais, le gouvernement veut agir. La ministre d'État en charge des Affaires sociales, Eve Bazaïba, a réuni autour d'elle les ministères sectoriels et les assureurs pour une table ronde stratégique dans l'objectif de renforcer la gestion des risques liés aux catastrophes, redynamiser le secteur des assurances et mieux protéger les populations, notamment les élèves et les personnes démunies, un tournant important dans la politique sociale du pays. Chimendundo. Dans un contexte où plus de 14,8 millions de Congolais se trouvent en situation de vulnérabilité et où le besoin humanitaire dépasse les milliards de dollars, le gouvernement entend renforcer le rôle du secteur des assurances libéralisé depuis 2015 avec l'appui du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un nouvel élan est donné afin d'améliorer la protection sociale et de garantir le contrôle plus rigoureux. Les échanges ont porté sur la vulgarisation de produits d'assurance, le respect des obligations légales et l'élaboration de couvertures adaptées aux réalités du pays. Un accent particulier a été mis sur l'assurance scolaire destinée à protéger près de 30 millions d'élèves et plus de 150 000 écoles, ainsi que sur l'assurance maladie obligatoire en faveur des indigents. Les PME doivent s'assurer. Non seulement les PME, même les startups, ceux qui commencent aujourd'hui. Parce que c'est ça, vous devez vous assurer, sinon vous allez regretter. Vous commencez à peine aujourd'hui et demain il y a sinistre, parce que les sinistres ne préviennent pas. C'est à vous de prévenir les sinistres. La ministre d'État a insisté sur la nécessité de renforcer le contrôle d'application des sanctions en cas de manquement et de responsabiliser les opérateurs du secteur. Objectif, alléger la charge supportée par l'État et restaurer la confiance du public dans l'assurance. Les participants s'y sont accordés sur la nécessité de formaliser les engagements, de partager les informations importantes et de consolider les partenariats pour une gestion plus efficace de risques dans le pays. Et en marge de la Journée mondiale des futurs, célébrée le 2 décembre de chaque année par l'UNESCO, le think tank République démocratique du Congo Stratégie a officiellement lancé samedi dernier les clubs prospectives universitaires à l'université de Kinshasa. C'était dans la salle Monseigneur Mbulamatari en présence de plusieurs étudiants. Regardez. Le Forum du futur est présenté comme un vaste espace national de réflexion stratégique, de dialogue et de co-construction rassemblant acteurs publics, privés, scientifiques et citoyens, avec pour objectif de préparer l'agenda 2060, la vision à long terme de la RDC à l'horizon du centenaire de son indépendance, d'où le lancement officiel des clubs prospectives universitaires ici à l'université de Kinshasa, avec pour vocation d'initier la jeunesse congolaise à la culture de la prospective, d'analyser les mutations du monde et de proposer des scénarios pour le Congo de 2060. Au cœur de cette cérémonie, le président du think tank RDC Stratégie, Bodom Matungulu, a insisté sur la place stratégique de la jeunesse dans la construction du destin national. La jeunesse, ce n'est pas seulement l'avenir
de notre pays, mais c'est le présent qui prépare l'avenir de notre pays prospère en 2060. Et pour ce faire, avec la jeunesse qui constitue aujourd'hui près de 70% de cette population congolaise, qui est en fait le cœur battant même de ces développements, nous voulons les conscientiser, nous voulons les sensibiliser à pouvoir s'impliquer surtout sur les questions qui touchent au développement et à la prospérité de notre pays. C'est pourquoi nous voulons, ensemble avec eux, dire bâtissons ensemble la RDC de Noré. Très réceptive, la communauté estudiantine de l'UNIKIN a accueilli ces orientations avec un enthousiasme particulier, ouvrant ainsi la voie à un large mouvement national de réflexion sur l'avenir et sur la place que la RDC souhaite occuper à l'horizon 2060. Ils viennent à peine d'intégrer le monde académique, mais nourrissent déjà des grandes ambitions. Les nouveaux étudiants de l'Académie des Beaux-Arts ont eu l'opportunité d'échanger avec le directeur général Henri Kalama Akoulez en marge de la journée pluriculturelle organisée au sein de l'Institut, un moment d'orientation, de partage et de réflexion sur leur avenir dans le monde scientifique et artistique. Cédric Enina et Fils Mounouma. Votre présence ici n'est point le fruit du hasard. Elle est le résultat de votre passion. C'est en résumé les propos du directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama Akoulez, devant le nouveau venu au sein de son alma mater. Une réception organisée en marge de la journée pluriculturelle qui a ouvert un espace de dialogue entre scientifiques. Notre institution a pour vocation d'être une académie d'excellence au cœur de l'Afrique. Voilà pourquoi, au cours de votre formation, vous serez appelé à développer des compétences théoriques et techniques, déguiser votre sens critique et votre curiosité. Vous êtes appelé à développer de nouvelles capacités afin de donner sens à votre vie et au monde qui vous entoure et nous entoure. Les volets sport, autre moment fort de la journée pluriculturelle, s'est soldé par la remise des trophées aux plus méritants à travers plusieurs disciplines. L'Académie des Beaux-Arts forme depuis des générations, comme vous le savez, des artistes, des créateurs, des penseurs et des professionnels capables d'influencer et d'enrichir notre société à travers les arts plastiques et les arts graphiques. Vous venez de franchir une étape importante, celle de commencer votre formation universitaire. Merci d'avoir choisi l'Académie des Beaux-Arts. Science et sport, ensemble, c'est le corps humain qui en sort plus que tonifié. À présent, votre rubrique fact-checking qui vous permet d'avoir la bonne information face à des rumeurs. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau Diane Balaka. Bonsoir Diane. Bonsoir Sandra. Nous allons commencer par cette image, un tas d'immondices devant l'Université pédagogique nationale UPN. Diane, dites-nous, cela reflète-t-elle fidèlement la situation actuelle sur le site ou il s'agit carrément d'une image sortie de son contexte, Diane? Non Sandra, cette image ne montre pas l'état actuel de l'université après sa réhabilitation. Une image largement partagée sur les réseaux sociaux prétend montrer un tas d'immondices devant l'entrée principale de l'université, insinuant que malgré sa récente réhabilitation, les sites restent insalubres. Cette affirmation est trompeuse. Après analyse, l'image en question est ancienne et ne reflète pas l'état actuel de lieu. Elle circule depuis plusieurs mois et a été réutilisée hors contexte. Sur place, nos vérifications confirment que l'environnement immédiat de l'université a été assaini dans le cadre de sa réhabilitation. Il n'existe actuellement aucune montagne d'immondices à son entrée, comme le suggère l'image virale. Donc, il s'agit d'une désinformation basée sur une image ancienne et sortie de son contexte. Pour des informations fiables, fiez-vous aux sources officielles. Justement, il y a encore une autre rumeur, celle-ci affirmant que les passerelles de l'IMT seraient endommagées. Cette information est-elle fondée? Dites-nous, Diane. C'est toujours faux, Sandra. Une rumeur persistante et sur les réseaux sociaux affirme que certaines passerelles piétons de l'IMT à Kinshasa seraient effondrées ou seraient sur le point de s'écrouler. Il s'agit d'une fausse information. Après vérification de fait, aucune passerelle à l'IMT n'est présente actuellement en état d'effondrement ou de danger imminent, bien
Au contraire, plusieurs d'entre elles sont pleinement fonctionnelles et utilisées quotidiennement par le piéton. La rumeur semble provenir de vieilles images ou vidéos sorties de leur contexte, parfois accompagnées des tests alarmants visant à s'aimer la panique. Pour toute information fiable, référez-vous aux sources officielles, aux médias de vérification comme la RTNT avec sa rubrique fact-checking. Merci Diane Balaka pour ces informations sûres et vérifiables. Merci. Un nouveau souffle pour la littérature juridique congolaise. Le manuel de droit commercial du professeur Guy Pascal Ngoma Panzo a été porté sur le fonds baptismaux à Kinshasa. Outil pédagogique et pratique, ce livre s'adresse autant aux étudiants qu'aux professionnels de droit. La cérémonie de présentation s'est déroulée sous le parrainage du ministre Jean-Lucien Boussa. Marie-Chimène Kamoka pour le reportage. Manuel des droits commerciaux congolais, régime général et régime spécial, c'est le titre de l'ouvrage rédigé par le professeur Guy Pascal Ngoma Panzo, vice-doyen en charge de l'enseignement à la faculté des droits de l'Université protestante au Congo UPC. Ce livre de 369 pages, réparti en 5 chapitres, prescrit des principes pour sécuriser le marché et les rapports entre les acteurs économiques. Le professeur Patrick De Wolf de l'Université catholique de Louvain a vanté les mérites de cette recherche qui préconise les relations juridiques liées aux activités des commerces. Une fascination pour un travail mené à la fois dans un esprit d'analyse et de synthèse et avec énormément d'originalité dans l'approche, en particulier l'examen des contrats de droit commercial qui est la partie pauvre de la législation OHADA ou de la législation congolaise non OHADA est une richesse inestimable pour les futurs lecteurs. Le recteur de l'UPC, le révérend docteur Nkwim Bibibikan, tout en saluant l'initiative, a souligné que cette publication intervient à un moment particulier où le pays vient de signer un important accord de paix. Cet ouvrage a été porté sur le fonds baptismaux par le ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa. Le plus grand défi pour la plupart des pays à travers le monde, c'est le développement économique. Et c'est le cas également pour la République démocratique du Congo. Et donc nous pensons que cet ouvrage, c'est un guide d'apprentissage du droit commercial en général, mais aussi pouvant permettre aux praticiens du droit, aux théoriciens du droit, aux chercheurs, de pouvoir améliorer leurs connaissances dans ces domaines très cher. Le récipiendaire est docteur en droit de l'UNIKIN, professeur à l'UPC et ailleurs, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est également administrateur directeur général des Amis Congo. À l'économie, le gouvernement congolais passe à l'action pour structurer son économie. Ce lundi 8 décembre, le ministère de l'économie nationale a justement lancé la campagne de pré-enregistrement des acteurs de l'économie informelle dans le cadre du programme national de formalisation de masse, une initiative portée par le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba pour identifier, accompagner et intégrer progressivement les opérateurs informels dans le circuit économique formel. Rodépanda. La diplomatie offensive du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo et de recevoir des soutiens, continue de recevoir de soutien. Parmi les voix religieuses qui saluent cet engagement figure celle du prophète Dominique Kondé de l'église Lilobananzambe qui voit dans l'accord de paix un signe fort du leadership présidentiel au service de la stabilité. Boboalan Mokondi. Le chemin vers la paix en République démocratique du Congo est irréversible. L'accord de paix signé à Washington en est l'illustration, un engagement politique et diplomatique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la restauration de l'autorité de l'État dans des zones sous occupation des groupes armés. L'appui des confessions religieuses n'a pas tardé. Celle de l'église Lilobananzambe, à travers le prophète Dominique Kondé, voit dans cet accord un fruit éclatant de la détermination inébranlable et d'une diplomatie claire et directe qui triomphe face aux ennemis de la République. Le prophète Kondé apporte également son soutien au discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès où Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo confirme les retraits immédiats et inconditionnels de ces groupes armés sur le sol congolais et l'approche entamée par les garants de la nation dans la mise en place d'une politique sociale pour le bien-être de tous demeure son cheval de bataille. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Lubumbashi dans le Haut